et je vois Pierre à l'écran. Je le remercie pour sa présence et je lui donne tout de suite la parole. Bien, bonjour, merci Christophe, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'être parmi vous. Je trouve très intéressant cette idée de non pas de faire un colloque de plus parce qu'il y en a énormément, mais de faire un travail collectif de réflexion et un peu de recherche-action, qui est un mot que j'aime bien. Alors, je crois que, comme l'a dit Christophe, le but de ma brève intervention, c'est peut-être de reposer avec un peu de recul un certain nombre de questions dans les professionnelles, syndicales, etc. Et en réalité, je pense que c'est moins clair aujourd'hui parce que je voudrais commencer par ça. Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de distinctions vraiment très, très, très ancrées sur lesquelles on fonctionne aujourd'hui, notamment la fameuse distinction industrie-service. Euh, et aujourd'hui, à questionner, les deux mondes sont de plus en plus, enfin la frontière est de plus en plus poreuse et d'une certaine façon, elle est de plus en plus artificielle. Donc mon premier message en introduction, c'est de vous suggérer d'avoir une vision aussi large que possible quoi, de l'industrie, de ne pas vous limiter. Alors, j'ai vu par exemple dans le dessin, quand on dit industrie, on commence par désigner une usine. Quoi. Bon, alors bien sûr, les usines, c'est super important et je fais partie des gens qui, depuis très longtemps, militent pour que on considère que la question des usines, c'est important, que l'industrie sans usine, ça n'existe pas. Mais en même temps, dans l'industrie manufacturière, les usines, comme vous savez, ça représente une partie seulement. Il y a aussi les centres de conception, les centres logistiques, enfin, c'est tout un réseau. Et surtout, je crois qu'on est aujourd'hui dans un processus de véritablement, j'allais dire, de convergence, voire de fusion entre le monde industriel, le monde des services et aussi le numérique, évidemment, qui joue un rôle très important dans ce regroupement. Alors, on a longtemps parlé de monde post-industriel, c'est un terme qui traîne encore. Mais bon, on en est revenu, ça a été, je pense, à la fois une illusion et puis quelque chose de problématique parce que justement, ça a amené une partie de nos dirigeants pendant assez longtemps à penser que on pouvait se passer d'usines, d'industrie. Je pense qu'aujourd'hui, heureusement, le balancier est reparti dans l'autre sens et on ne peut que s'en féliciter. Mais je le répète, il faut avoir une vision large. Alors, cette vision large, je dirais, pour deux raisons. La première, c'est il faut bien considérer aujourd'hui non pas les établissements, mais les chaînes de valeur dans lesquelles s'inscrivent. Vous savez qu'une usine aujourd'hui, ou un centre logistique, ou un centre de conception, c'est un élément d'un réseau plus large. Et donc, quand on prend en compte dans, dans le secteur manufacturier tout ce qui est en amont, hein, la conception et tout ce qui est en aval, la distribution, le commerce, fonctions qui ont été très largement externalisées au cours des dernières décennies, eh bien, on a une vision, je pense, de l'industrie qui est plus juste et plus large. On dit souvent la valeur ajoutée industrielle, c'est de l'ordre de 13%, c'est très peu, enfin 13, 15, bon. C'est d'ailleurs légèrement en train de remonter. Je ne sais pas si David confirmera mon optimisme tout à l'heure, mais en réalité, c'est très sous-évalué. Hein. C'est très sous-évalué parce que quand on prend en compte l'ensemble des activités B2B qui gravitent autour ce noyau et quand on prend les chaînes de valeur complète, on est plutôt, enfin j'ai fait des petits calculs de coin de table, hein, parce que c'est difficile de savoir où on commence et où on s'arrête, on est plutôt aux environs de 30%, hein, c'est-à-dire pas si différent que ça d'Allemagne. Donc ça m'amène à avoir, il y a ce mot de post-industriel, moi pour prendre le contre-pied, je parle d'un monde hyper industriel, parce qu'en réalité l'industrie aujourd'hui elle est partout. Les services s'industrialisent, l'agriculture est industrialisée depuis assez longtemps, la culture industrielle se répand dans toute la société. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que l'industrie elle-même est en train
entrer dans un mouvement, je pense, assez profond de changement de ces business models, comme on dit, de ces modèles économiques, en ce sens que elles vendent les industriels de plus en plus vont vous vendre non pas des objets simplement, mais des fonctionnalités liées à ces objets, hein, ou des usages. C'est déjà courant dans le B2B depuis longtemps, mais c'est en train de s'étendre. Dans l'aéronautique, par exemple, comme vous le savez sans doute, les motoristes ne vendent pas les moteurs, ils vendent des heures de vol. Alors ce modèle-là, il est, je pense, très important de prendre en compte parce que ça change la nature de la relation entre l'industrie et la société. Bon, je résume souvent les choses en disant on passe d'une industrie des objets, de l'accumulation d'objets, ça c'est le modèle dans lequel on est rentré, je dirais, très activement après la Deuxième Guerre mondiale, hein, dans les 30 Glorieuses, mais dont on n'est pas encore complètement sorti. On passe d'une industrie donc, des objets, de l'accumulation des objets, à une industrie des usages. Certains disent à une économie des usages, une économie des expériences. On passe aussi d'une économie de la possession, hein, il fallait posséder les choses, à une économie de l'accès. Au fond, ce qui est important, c'est l'accès. Juste un exemple, la mobilité, si vous prenez on voit bien que le métier est en train de changer complètement pour les constructeurs automobiles. Là, je parle d'automobile plutôt que d'aéronautique, bien que ce soit un peu la même chose. Au fond, il ne s'agit plus simplement de vendre des voitures, il s'agit d'apporter des solutions à des questions de mobilité. C'est tout à fait différent. Hein, comme j'avais une citation d'un ancien patron de BMW qui disait l'automobile est un besoin qui peut changer. Enfin, par contre, le besoin de mobilité, lui, il va rester. Et vous voyez bien que la propriété n'est plus forcément non plus le seul moyen. Dans les grandes villes, de plus en plus de jeunes aujourd'hui se passent de la propriété de bagnoles pour aller plus vers des solutions d'accès fluide. Alors, ça, c'est un premier point. Je pense que moi je vous invite à regarder large, c'est très difficile à chiffrer, mais il faut quand même, il faut pas séparer comme ça rigidement l'industrie du secteur des services. Après, je voudrais évoquer très rapidement deux grands enjeux. À mon avis, il y en a d'autres, mais il y a l'enjeu de la localisation, dont on reparlera peut-être dans la discussion. Mais moi, je voulais attirer l'attention sur deux enjeux qui sont premièrement la question du capital humain. Je n'aime pas trop ce terme. On s'est bien instrumenté aujourd'hui, on suit de près l'investissement en machines, en capital, etc. Mais en fait, l'essentiel, ce n'est pas là. On pourra investir tant qu'on voudra si on n'arrive pas à mobiliser les énergies des gens, et en particulier d'abord de la jeunesse. C'est ça, au fond, qui va être le facteur décisif. Alors, ce n'est pas seulement la formation. Et la formation, il y a cette idée d'adaptation. On sait où on va, il faut adapter la formation. On a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là, je ne vous l'apprends pas. Mais c'est plus général que ça. Est-ce que véritablement la jeunesse d'aujourd'hui, à tous les niveaux de qualification, elle est prête à rentrer, à se laisser embarquer dans ces nouvelles aventures industrielles. Vous savez bien à quel point on a aujourd'hui des difficultés de recrutement. Vous avez entendu parler peut-être aussi de ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs, où un certain nombre de gens ne veulent plus retourner dans les jobs où ils étaient. Tout ça est très important. Alors, par rapport à ça, un point auquel je tiens beaucoup, c'est il faut absolument reconnecter le monde de la tech. On a vu surgir autour du numérique avec cet appétit remarquable. Hein. Aujourd'hui, on a une explosion des projets de start-up et aussi des levées de fonds, comme vous l'avez vous l'avez sûrement vu, mais avec un monde qui s'est constitué un petit peu à part du monde traditionnel de l'industrie, sauf peut-être dans des industries très technologiques comme l'aéronautique précisément. Et je pense que ça, c'est problématique. Hein. Même en France, on a créé la French Tech et la French Fab. Moi, je pense que c'est très important de reconnecter les deux. Quand on regarde les projets tech, ils sont très souvent dans le commerce. Il y a finalement relativement peu de projets qu'on appelle aujourd'hui deep tech,
c'est-à-dire vraiment concernant des évolutions technologiques un peu fortes. Je pense qu'il y a aussi une coupure un peu sociologique et même géographique, parce que ce monde de la tech, il est aujourd'hui très concentré dans les métropoles, alors que le monde de la fabrication, le monde plus traditionnel, mais enfin, vous savez, les industries, j'aime pas trop ce mot non plus, parce qu'une industrie, aujourd'hui, même quand elle a des secteurs dits traditionnels, si elle n'est pas très pointue en compétences, etc., elle n'a pas beaucoup d'avenir, sont souvent dans des villes moyennes, etc. Je pense que d'ailleurs, en Occitanie, vous avez cette aussi, vous voyez ce que je veux dire par là. Donc, je pense que c'est très, très important. Le gouvernement s'y emploie, mais c'est très important de reconnecter, cette demande. Je dis parfois, d'un côté, on a des gens qui ont des solutions. Hein, la tech, c'est beaucoup de solutions, c'est du solutionnisme parfois, mais ils s'inventent un peu des problèmes. Bon. Alors que d'un autre côté, vous avez des industriels qui, eux, ont des problèmes, mais qui cherchent des solutions. Et c'est pas facile. Et donc, vous avez toute cette population euh, de, de, de jeunes start-upers. Je pense qu'il faudrait les reconnecter un peu plus avec l'industrie dite traditionnelle. Le deuxième grand enjeu, j'espère ne pas être trop long, j'ai bientôt fini, c'est évidemment la mutation, et moi je dis même la bifurcation écologique. Alors ça, je crois que c'est absolument central. On l'a beaucoup vu, on l'a beaucoup compris comme au fond une espèce d'adaptation. Voilà, il faut prendre les process et essayer de les verdir, entre guillemets, utiliser moins de matière, émettre moins de gaz à effet de serre, etc. Bon, je pense que là, il y a un très grand chantier, en effet. Mais plus profondément, je pense qu'il faut, c'est pas simplement prendre les process, ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs, hein, pas simplement prendre les process tels qu'ils sont, les industries telles qu'elles sont, et puis les verdir, entre guillemets, c'est aussi réinventer de nouvelles formes d'industrie. Hein. Par exemple, si on raisonne de circularité, eh bien, c'est plus que repenser simplement quelques process individuels, c'est aussi des circuits, et là, le numérique évidemment, l'industrie de la data peut jouer un rôle très, très important pour reconnecter, recréer des réseaux, des chaînes de valeur qui soient reconfigurées. Et puis, il y a enfin, toujours sur ce sujet de l'écologie, au-delà de l'adaptation, il y a des très grands chantiers. Je pense en particulier à tout ce qui est la reconstruction, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit, de notre base énergétique. Euh, bon, je ne sais pas si vous avez lu les récents rapports comme celui d'RTE qui s'appelle Futur énergétique 2050. On voit bien que si on veut décarboner notre base énergétique, bon, même en gardant le nucléaire, eh bien, les besoins, par exemple, en énergie renouvelable, solaire et éolien, ou en énergie biosourcée, sont absolument gigantesques. Et donc, ce n'est pas à l'échelle de quelques éoliennes dispersées comme ça dans la nature, c'est vraiment un projet, au fond, c'est un très grand projet industriel. Et là, on a besoin de la mobilisation véritablement. C'est un très gros chantier, en fait, à l'échelle de la nation, dans lequel les régions, d'ailleurs, peuvent jouer un rôle très, très important. Et toujours sur ce sujet d'écologie, je pense qu'un point aussi important, c'est que cette thématique, elle réintroduit dans le jeu une dimension éthique fondamentale. J'insiste un peu là-dessus parce que il y a un phénomène générationnel, je pense, qui c'est pour moi la bonne nouvelle de ces dernières années, c'est que je pense que les jeunes, à tous les niveaux, jeunes ingénieurs, opérateurs, enfin à tous les niveaux, il y a une préoccupation écologique qui est beaucoup plus forte que celle qu'on trouve dans ma génération et peut-être dans les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et elle est liée à une dimension éthique aussi, quelque part. C'est existentiel, mais c'est aussi, on veut maintenant un boulot qui ait du sens. Et ça, si les industriels, les entreprises de manière générale ne savent pas répondre à cette demande, elles vont avoir des problèmes. La question du sens devient tout à fait majeure. Et on voit que le numérique, quelque part, peut-être est en train de perdre un peu cette bataille. Voilà. Moi, quand je vois que les énormes levées de fonds, par exemple, qu'on fait pour des startups comme Solaré, vous avez vu ça, hein, avec des NFT blockchain pour faire des vignettes Panini, je ne pense pas que ce soit super excitant. Je pense même que c'est un peu problématique.
En revanche, je pense que l'écologie peut être un moyen pour la jeunesse de retrouver une vision positive. Et on a énormément besoin de ça, parce que j'aurais pu le dire, mais c'est tellement évident, l'image globale de l'industrie aujourd'hui est très négative dans la jeunesse. Peut-être moins chez vous en Occitanie, mais parce que vous avez des exemples comme Airbus et d'autres, mais de manière générale, l'image est catastrophique. Donc là, on a peut-être un moyen, et encore une fois, ça se passe largement dans la tête et dans les rêves des gens, c'est ça qui est important. Et puis je termine en disant que demain, il faut aussi avoir une vision très large, parce qu'on va intégrer, je pense, dans le champ euh, dont on parle là, des secteurs qui aujourd'hui sont considérés un peu comme plutôt des secteurs de services publics, comme la santé, l'éducation, la culture. Je crois vraiment qu'on est en train de basculer alors, de cette industrie des choses dont je parlais. On a, voilà, moi j'appelle ça souvent l'industrie garage, salon, cuisine. Quoi, vous voyez, c'est ce qui s'est passé au fond depuis les 30 Glorieuses. On a rempli nos maisons d'un tas d'objets formidables. Hein. Personne ne voudrait se passer de frigo, de machine à laver, aujourd'hui d'ordinateur, ça. Mais on voit bien que les secteurs qui montent, hein, ils ont une caractéristique assez étrange peut-être, mais nouvelle, qui est qu'ils s'adressent vraiment à nos corps, à nous en tant qu'individus, c'est-à-dire la santé. Ça, c'est évidemment le secteur industriel, au sens large que je donne à ce terme, numéro un de l'avenir. Je crois que tout le monde commence à être d'accord là-dessus. Alors, c'est un peu caché par le fait que c'est un secteur qui est très socialisé, parce que, comme vous savez, il est largement financé par l'impôt et les cotisations sociales, mais ça n'empêche que ça doit être au cœur aussi de notre base productive. Notre base productive future, elle doit inclure ce secteur-là, la santé, l'éducation, les loisirs, évidemment l'alimentation de qualité, la mobilité, tout ça, c'est ce que j'appelle moi une économie humano-centrée qui fonctionne sur des principes assez différents de ceux de l'économie des choses. Mais je pense, alors d'autres utilisent d'autres termes, hein, je ne suis pas le seul à parler de ça. Robert Boyer, dans son dernier livre, parle d'économie anthropogénétique, c'est un peu plus compliqué comme mot. Ce que Jacques Attali appelle les industries de la vie, ce n'est pas très différent non plus de ce que je dis, mais je pense qu'il faut aussi se préparer à repenser large et à bien considérer que ces secteurs-là, et dans la santé, par exemple, pas seulement le médicament ou les medtech, mais plus globalement, l'ensemble de produits, de services, de data, etc., qui sont nécessaires pour améliorer la santé globale de la population, ça va être le cœur du système industriel. Il va être très reconnecté, j'ai fini, hein. Il va être très reconnecté aussi au territoire, parce qu'au fond, quand on regarde ces secteurs-là, on s'aperçoit que les territoires ont un rôle très important, hein, mais ce n'est pas des territoires fermés sur eux-mêmes, c'est aussi parce que ce qu'on va pouvoir expérimenter dans des territoires, alors à l'échelle de peut être aussi une base d'exportation. Voilà, j'ai terminé, pardon, si j'étais un peu long.